Mesdames, Messieurs, si vous voulez, on va débuter. Soyez-vous. Il y a encore quelques sièges. Alors, merci de vous être déplacés aujourd'hui, jour de l'Action de grâce. Alors, c'est une grâce de vous avoir parmi nous. On va gracier aujourd'hui d'ailleurs une dinde. Elle attend ici à côté pour se faire donner l'absolution et qu'elle puisse continuer à vivre. Alors, mon nom est Guy Reynaud. Je suis directeur général de la Fondation, c'est bien écrit là, pour la langue française. Et je serai le maître de cérémonie quelque temps aujourd'hui. Faire des présentations tout simplement. Je parlerai peu, je l'espère. Alors, nous sommes aujourd'hui dans la vénérable ancienne maison Ludger-Duvernay, du nom du fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste, dans la salle Jacques Vigée, premier président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Alors, à tout seigneur, tout honneur, puisqu'on est à la Société Saint-Jean-Baptiste, je vais demander à son président général, Maître Maxime Laporte, de vous faire le mot de bienvenue et de présenter notre président d'honneur. Alors, Monsieur Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher, Verchères, Les Patriotes, c'est bien ça? Oui, Monsieur Laferrière, membre de l'Académie française, merci d'être là avec nous. Chers amis, chers collègues, chers bénévoles, partenaires, participants à nos activités, chers donateurs et distingués invités, alors le mot de bienvenue, donc bienvenue. Bienvenue à ce beau dévoilement médiatique. Mais je poursuivrai en disant aussi, comme le chante Céline Dion, vous savez, ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve, mais le rêve est devenu réalité. Quel bonheur, quelle fierté, après toutes ces années de travail, de réflexion et de concertation. Quelle fierté de présider au lancement de cette nouvelle organisation porteuse et prometteuse, bouillonnant de beaux projets, ce nouveau carrefour de nos destinées que nous avons appelé Fondation pour la langue française. Alors, ce nom dit bien ce dont il s'agit. Une fondation. Une fondation, évidemment, c'est tout d'abord un organisme de charité, au sens de nos lois fiscales, bien sûr, mais plus métaphoriquement, une fondation, c'est la maçonnerie. C'est la maçonnerie qui sert de base à toute construction, à toute maison. Nous voulions donc une fondation pour la langue française. Pour, bien évidemment, qui serait contre, qui n'aime pas le français, mais une fondation justement pour l'aimer encore mieux, cette langue. Une fondation pour l'aimer encore plus solidement, tous ensemble, et pour parachever le nécessaire chantier qui garantira à notre belle langue française un foyer et un avenir digne de ce nom, ici et un peu partout sur ce continent. Alors, je tiens à souligner que ce magnifique projet s'inscrit dans la lignée des réalisations historiques, tout d'abord de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui, depuis sa création en 1834, a assumé la gestation de tant et tant de succès qui ont structuré notre vie collective. Certains penseront de la fête nationale jusqu'à la mise en place de la Coalition pour l'histoire, en passant par l'École des hautes études commerciales, la Chambre de commerce de Montréal, le Monument national, les premières caisses d'épargne, le premier mouvement féministe francophone, et plus récemment les partenaires pour un Québec français, Mouvement Québec français, etc. Et à présent, donc, ce 8 octobre 2018, la Société donne en cadeau au peuple québécois et à tous les peuples et communautés de langue française en Amérique un organe philanthropique, entièrement autonome, construit à même l'ancienne Fondation Langelier et voué à rassembler les forces vives de la société pour l'avancement de notre francophonie dans l'intérêt de tous ceux et celles qui parlent la langue de chez nous, mais aussi des autres qui souhaitent la parler et la faire résonner dans leur cœur. Alors, en tant qu'organisme non partisan et indépendant, la Fondation travaille à rassembler celles et ceux qui ont à cœur notre langue et qui voient dans la vitalité du français le principal facteur de cohésion sociale et aussi un outil de développement économique et de fierté collective.
Or, nous le savons, les défis sont nombreux et imposants. L'enjeu de l'intégration et de la francisation de nos frères et sœurs allophones et issus de l'immigration, cet enjeu s'avère d'une importance capitale pour la suite des choses, pour la suite de notre monde à nous. Et c'est pourquoi la société civile n'a d'autre choix que de se mobiliser et de redoubler d'efforts. Pour y arriver, la Fondation entend collaborer avec les gouvernements et les sociétés d'État. Et déjà, nous investissons nos énergies à solliciter les grandes entreprises et les gens d'affaires pour qu'ils prennent part eux aussi à cette belle aventure. Par nos projets qui vous seront présentés plus tard, eh bien, nous souhaitons sensibiliser tout un chacun à la responsabilité, à la franco-responsabilité qui nous incombe collectivement au regard des générations futures. Et aussi, je ne vous cacherai pas que d'ici les prochaines semaines, ça va de soi, eh bien, on va faire de grandes annonces en lien avec une campagne majeure de financement que nous sommes actuellement à préparer. Mais ça, c'est une surprise à venir. Pour ce qui est des surprises du jour, eh bien, nous avons le grand honneur d'avoir comme président d'honneur un homme non seulement honorable, mais extraordinaire, et qui a toute notre admiration. Et en effet, qui de mieux pour porter la parole de notre cause qu'un écrivain japonais d'origine haïtienne, comme Dany Laferrière, premier Québécois membre de l'Académie française. Alors, au nom de la Fondation, je tiens à le remercier infiniment et sans plus tarder, je l'invite à monter sur scène pour me rejoindre. Je vous remercie. La dernière fois, et la première fois que j'ai parlé d'ici, de cette scène, hein, c'était quand j'étais président d'honneur et invité d'honneur de la fête du Québec. J'avais écrit un texte disant mon amour pour le Québec, qui se terminait d'ailleurs par une phrase en créole, et moi remets où, Québec. Et je me souviens très bien de mon plaisir dans une salle chaude, hein, avec beaucoup de bois, avec du bois, avec des vitraux, et bien sûr, c'est le rappel de notre passé religieux, mais artistique aussi, et de cette chaleur que j'avais éprouvée en venant ici. Alors, je disais à Maxime tout à l'heure, je ne voudrais pas parler seul parce que je me connais, je vais m'enfoncer dans des tunnels et je peux dériver sur Borges et puis et tout oublier. Pourquoi pas? C'est vrai. Pourquoi pas dériver? C'est vrai, mais quand même aussi, on peut faire un bouquet. On peut aller un peu partout de tout ce qui nous intéresse, de tout ce qui nous concerne. Ah non, Borges, l'amour de la lecture, et tout ça est au cœur de ce que nous disons. Et le plaisir aussi, et la fête aussi. C'est ce qui m'avait touché quand Maxime, dans son bureau, m'avait invité pour venir causer de cette fondation, qui n'est pas la fondation de la langue française. On est mégalomane par ce point, mais la fondation pour la langue française. et j'avais dit, d'abord, il faut que ce soit quelque chose qui ait un rapport avec la fête, avec le plaisir, pas avec le devoir, avec quelque chose qui anime tout le monde, qui anime la société, qui excite les gens, qui donne goût à venir. C'est un endroit où les gens aimeraient donc venir dans ce café et qu'on va mettre en place. Dans ce café, c'est pour ça qu'au printemps dernier, je suis allé retrouver Dany au Café de Flore à Paris. Je crois qu'il y a un endroit que vous affectionnez. Et justement, nous sommes réunis autour d'un café. En fait, plus précisément, je crois que c'était quelques coupes de vin et des croustilles. Mais c'était festif, précisément. C'était l'esprit de ce qu'on voulait mettre en place. Et je vais vous laisser continuer. Je vous remercie infiniment, encore une fois, de votre participation. Et puis, dérivez un peu. Allez-y. Je sais pas. Donc voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que il y a beaucoup de contraintes dans le monde et très peu d'espace de liberté. Et les gens vous demandent des fois de faire quelque chose librement en vous disant tout ce qu'il faut faire. Il y a 12 points auxquels il faut obéir. Et quand je me trouve dans un endroit où l'on me dit, où l'on m'incite à dériver, je sens bien que c'est l'endroit où il faut être. Et la langue française est au cœur de
ce carrefour du destin. Vous avez parlé, c'est un mot qui paraît un peu costaud, mais en fait, il est tout à fait juste. Et à chaque fois que les peuples se retrouvent dans un peu de confusion, ils cherchent à retrouver la clarté de leurs instincts, et c'est dans leur langue qu'ils le trouvent. Et c'est vrai, c'est vrai. Et je lisais, et je le répète toujours, cette phrase de Montaigne qui dit que les questions politiques sont souvent des questions de grammaire. C'est vrai que de toutes les formes possibles, si on n'arrive pas à bien mettre notre pensée dans une clarté, essayer et tenter d'être sobre, de renouveler notre manière d'être, notre manière de parler, de nous exprimer, et qui peut toucher à notre intimité la plus profonde, eh bien on est dans la confusion et on ne se sait pas, et on devient agressif. Et l'agressivité, c'est une chose qui domine notre société contemporaine. Et on s'énerve de tout, on devient impatient, intolérant, et surtout, c'est pour ça, si l'on veut contester cette forme de vie, il faut y aller, je crois, par le plaisir, la fête. Et pas l'insouciance même, mais dans le bon sens du terme. Et quelque chose où nous dominons tellement nos instincts, et nous avons tellement un regard large, panoramique, et sur notre vision des autres, notre vision de la vie. Nos fenêtres sont si nombreuses et toutes ouvertes, et que nous pouvons sourire au monde. Et c'est ça, je crois, que nous faisons de moins. Beaucoup de dégâts viennent du fait que nous n'arrivons pas spontanément à sourire au monde. Et tout ça, nous avons bien compris, s'il y a un centre à l'intérieur de nous, si nous sommes bien centrés sur ce que nous sommes, si nous savons très bien ce que nous sommes, nous pouvons entendre la contestation. Je me souviens, c'est Malraux qui disait, c'est un monologue où l'on entend l'objection. Et ça paraît tout simple, mais c'est une chose très rare, où dans un monologue, on arrive à entendre l'objection. Et qu'est-ce que c'est qu'un monologue? Un monologue, c'est la parole majoritaire. La parole de celui qui se sait à l'intérieur d'un groupe et où tout le monde partage les mêmes valeurs, même si c'est faux, où tout le monde semble regarder dans la même direction et où tout le monde croit que ce qu'il pense est la chose normale, la chose ordinaire, la chose qu'il faut. Et arriver maintenant à entendre l'objection, c'est-à-dire à accepter qu'il y a d'autres voix, d'autres paroles, d'autres visions du monde, ça demande une certaine sérénité. Et si la majorité ne devient pas sereine, on est dans de mauvaises dérives, pour employer ce terme-là dans un autre sens. On est facilement dans de mauvaises dérives. Parce qu'à chaque fois, je suis conscient de cette affaire, chaque fois que je me sens bien, chaque fois que j'ai bien déjeuné, chaque fois que j'ai bien dormi, chaque fois que je ne suis pas travaillé par des angoisses multiples, eh bien, je me sens ouvert au monde. Je me sens mieux et j'entends l'objection, et mieux encore, je fournis des arguments à l'adversaire pour qu'il puisse comprendre bien que je le comprends. Et quand on parle à quelqu'un et que la personne entend par votre bouche ce qu'il n'ose même pas vous dire, eh bien, on est vraiment dans un espace agréable. Et ce que m'a dit Maxime quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'était cela. J'entendais de la part de cette fondation le goût, le désir d'entendre la voix de l'autre, d'entendre ce que l'autre voudrait bien. Par exemple, la question n'était pas d'imposer une langue. C'est comme ça que vous allez faire si donc vous n'êtes pas chez vous, et d'imposer une langue à des gens qui viennent d'arriver dans le pays. La question, c'est de susciter un désir si fort que la personne sait que son bonheur passe par cet instrument de langage, jusqu'à ce que cela devienne plaisir. Donc c'est ça qui est intéressant. Il a envie d'apprendre pour pouvoir vous parler. Et ça, je crois que c'est possible de créer ça, et c'est même à bon marché. À bon marché. Je me souviens que c'était Burroughs qui disait, en parlant de la drogue, comme on pourrait parler de la langue, il dit que c'est la seule marchandise où c'est l'acheteur qui cherche le vendeur. Si on peut faire de la langue cette drogue-là, parce que c'est une drogue,
Les gens, les taiseux, on en a de moins en moins au Québec, qui fut presque fier à une époque de quelques décennies d'être des taiseux. Quand j'étais arrivé à 1976 au Québec, il y avait encore des taiseux. Il y avait encore des tavernes, c'est-à-dire un endroit où toute conversation commence par un grouillement et finit par le silence. Et le Québec rose est arrivé, il y a eu un trop-plein de langage. La langue française ne s'est jamais réjouie autant. Et les gens parlaient, les hommes parlaient. La voix des hommes, on l'a entendu dans ce Québec rose où tout le monde parlait, tout le monde voulait tout faire, la cuisine, la couture, parler, découvrir des mondes différents, et des plaisirs différents. S'occuper d'un bébé, avoir la peau d'un bébé nu collé sur soi, son odeur et tout ça, c'est pas réservé uniquement aux femmes. Et on découvrait des mondes nouveaux et on disait ce qu'on ressentait. On disait ce qu'on ressentait. C'était extraordinaire, toute cette musique qui accompagnait et définissait un nouveau Québec qui n'était plus celui du taiseux. Il n'y avait aucune fierté à ne pas parler. Et c'est ainsi qu'on apprend sa langue. Hein. Et la langue naît peut-être du silence, mais elle doit bien se nourrir de la parole. C'est ainsi qu'on apprend sa langue, c'est en parlant, parce qu'on avait, quand j'étais arrivé au Québec, une société où les femmes étaient lourdement plus cultivées que les hommes. Parce qu'elles parlaient leur langue. Elles écoutaient la radio et elles racontaient à leur mari, qui restait en silence près de la fenêtre, près du coin du feu, tout ce qu'elles avaient entendu. C'est un tourbillon de paroles. Ça épuisait les taiseux, mais finalement, ils ne pouvaient s'en passer. C'était la fenêtre du monde qui entrait par l'oreille et qui rappelait les récits de l'enfance, où nos mères nous racontaient des histoires dans le bain. La fenêtre du monde qui rentrait par les oreilles des hommes. Et ce n'est pas entré par l'oreille d'un sourd, puisque quelques décennies plus tard, les hommes roses allaient parler plus longuement que les femmes, ce qui a créé des problèmes du point de vue sexuel. Enfin, ça causait. Tout le monde causait dans le lit, c'est parce que... Et le Québec a développé sa langue ainsi, dans cette joie, dans ce plaisir. Alors quand Maxime m'a parlé d'une des propositions qui était celle qui m'a le plus allumé, c'était la question d'un café, d'un espace de plaisir où des gens, et ce matin même, on vient même d'évoquer la possibilité que des sportifs viennent dire des poèmes qu'ils voudraient bien dire, qui n'aimeraient pas dire un poème, au moins apprendre un poème pour dire ça devant des gens, pour les exciter, montrer que la langue touche tout le monde. Les mots, quand ils sont beaux, les vers, quand ils sont magnifiques, voudraient bien se retrouver dans toutes les bouches du monde. Et je disais à Maxime que, encore une fois, la Fondation, c'est-à-dire pour moi en 1976, et quand je venais d'arriver, c'était les sportifs qui ne grognaient pas, étaient mal vus. Parler à la télévision, si vous dites une phrase complète, on est sûr que c'est quelqu'un qui n'a pas marqué un but depuis longtemps. Les vrais, les grands ne parlaient pas. Eh bien non, c'est fini, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils sont d'ailleurs, ils sont membres de toutes les compagnies de bienfaisance. Ils sont même dans des sociétés où on ne pensait pas les retrouver. Un sportif, comment peut-on être un sportif, un défenseur, un type baraqué et se retrouver pour le bien-être de la nature, avec des papillons, des fleurs, et sans se faire accuser d'homosexualité ou des choses comme ça. Au contraire, un type maintenant qui est trop fort peut bien se faire accuser d'homosexualité. Donc ça veut dire que la société s'est ouverte et on attend de ces sportifs-là et qu'ils nous amènent des gens qu'ils portent la parole de la langue dans des zones où elle n'entrait pas auparavant. C'est bien de pouvoir dire des poèmes. Et quand je lis, par exemple, un vers, simplement l'entendre dans ma tête, c'était un grand vaisseau d'or. C'est extraordinaire. C'est un poème qui commence, qui ouvre les portes comme ça, taillé. C'était un grand vaisseau taillé dans l'or massif. Je me suis dit, j'étais en Haïti, mais c'est le pays où il faut aller. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent, l'or, on taille l'or. Donc c'est une chose comme ça. Mais ce même poète aussi peut nous décourager quand il dit « Ah, comme la neige a neigé ». Enfin, mais en même temps, c'est vrai. La neige a neigé, la neige produit de la neige. Et enfin, la poésie québécoise, on connaît bien la chanson.
mais la poésie québécoise peut être aussi un instrument de travail important pour faire connaître le cœur de la culture québécoise, parce que la poésie québécoise, j'allais dire quelque chose, je ne voudrais vraiment pas qu'on me cite mal dans cette question-là. J'allais dire que là où la chanson a été parfois embrigadée, la poésie est toujours restée nette de pureté. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas touché beaucoup de gens. Et c'est pour ça que les poètes se réunissent dans des cafés et s'achètent entre eux leurs recueils. C'est parce qu'ils ont été incorruptibles. Et cette poésie-là, elle peut se retrouver publique de bouche en bouche, comme une sorte de rumeur qui circule, qui traverse la ville. Cette incorruptibilité-là, il faut qu'on la retrouve et elle peut nous aider à faire apprendre la langue, à faire sentir le cœur de Alfred Desrochers à des poèmes extraordinairement profonds. C'est un poète profond. Donc il faut retrouver ces grands poètes-là et qui peuvent se trouver aussi dans des essayistes de retenue. Rappelle-moi, Bise, ton essayiste favori. Fernand Dumont. C'est de la poésie aussi. C'est de la poésie aussi, parce que quand on lit un essai et on croit qu'on va être convaincu par une pensée et qu'on se retrouve plutôt habité par cette pensée, on est en présence de la poésie. Et c'est ça qui est, c'est une prise de chair, une prise d'os. Alors moi, j'ai pas beaucoup, vous voyez, je n'arrive pas à faire des concepts, je n'arrive pas à faire des projets pratiques. Il y a une seule chose qui m'anime, et c'est de mettre le feu dans la plaine. Merci. Alors, merci, M. Laferrière. C'était excellent. Vraiment, vous nous faites aimer la langue française et vous nous faites découvrir des choses. Dans l'esprit de découvrir des choses, on va vous faire découvrir le conseil d'administration de la Fondation pour la langue française. Alors, puisqu'il ne peut pas se présenter lui-même, ça serait peut-être un petit peu délicat, je vais le faire. Et ensuite de ça, je vais demander à notre président de présenter les autres membres du conseil d'administration. Alors donc, le président, Maître Maxime Laporte, avocat constitutionnaliste, communicateur et musicien, il joue de la batterie, très bien. D'ailleurs, il y a une batterie pas loin d'ici. Maxime Laporte devient à 26 ans, en 2014, le 80e président général de la Société Saint-Jean-Baptiste, le plus jeune à avoir exercé cette fonction dans toute l'histoire de cette institution qui a été fondée en 1834. Daniel Laferrière disait « J'aime les institutions qui durent ». Alors nous, on dure, j'espère que dans 100 ans, on sera encore là. Il a été notamment président du comité de la fête nationale, donc ceux qui font évidemment le grand spectacle, du mouvement Québec français, et vice-président du mouvement national des Québécoises et des Québécois, en plus d'être membre de nombreux autres conseils d'administration. Président fondateur de la Fondation pour la langue française, il est aussi à l'origine d'une délégation québécoise de la Société en Haïti et du projet culturel La Minerve Art et Culture qui verra le jour en 2018. D'ailleurs, c'est une scène ici qu'on va monter. Il a agi comme observateur international lors du référendum du 1er octobre 2017 en Catalogne. Il a prononcé nombre de discours et conférences sur des questions politiques, historiques et constitutionnelles reliées à la langue et à l'autodétermination des peuples, y compris à l'étranger. Alors, Mesdames, Messieurs, Président Maxime Laporte. Merci beaucoup, cher Guy. Guy Reynaud, qui est lui aussi batteur, un excellent batteur. Alors ici, ça bûche pas mal dans tous les sens. Alors, j'ai le plaisir de présenter les membres de notre conseil d'administration, que je remercie d'ailleurs pour leur confiance.
C'est un conseil d'administration très intergénérationnel. C'est pas pour me vanter, je pense que je suis le plus jeune. Et puis, je les remercie de la confiance qu'ils me donnent en tant que jeune président. Alors, je commence avec notre vice-présidente, Mme Francine Séguin. Francine Séguin, qui détient un doctorat de l'Université Harvard. Elle a été professeure de stratégie à HEC Montréal de 1974 à 2009. Durant cette période, elle a dirigé la revue Gestion, le service de l'enseignement du management. Elle a obtenu en 2004 le Grand Prix de la pédagogie pour l'ensemble de sa carrière. Elle a été nommée professeure émérite en 2015. Alors, je l'invite à venir sur scène. En fait, on peut l'applaudir, bien sûr. On m'a fourni pour chacun des membres du conseil, tout un texte. Je vais raccourcir un peu, mais par contre, en vous invitant à aller sur notre site Internet où toutes ces informations-là sont inscrites. Notre deuxième vice-président, nul autre que M. Marc Laurando. M. Laurando, journaliste évidemment depuis 45 ans, détenteur d'une formation d'avocat, d'une maîtrise en sciences politiques. Marc Laurando a vécu une carrière médiatique très diversifiée, successivement comme humoriste, analyste dans la presse écrite, animateur, intervieweur à la radio et à la télévision, puis professeur de journalisme. Et pendant ses études universitaires, il entame au sein du groupe Les Cyniques, dont il est l'âme fondatrice, une carrière de scène. Ce redoutable quatuor, par son humour audacieux et libérateur, a inspiré l'humour québécois contemporain le temps de 11 années fulgurantes et décapantes de 61 à 72, en diapason avec la Révolution tranquille. Je vous inviterai à venir sur scène, évidemment. C'est un résumé qu'on pourrait poursuivre en mentionnant, évidemment, ces moult implications à Radio-Canada qui se poursuivent, notamment avec Joël Le Bigot. Alors, M. Laurando, je vous invite. Quel honneur que vous nous faites d'être notre deuxième vice-président. Merci d'être là. Alors, le secrétaire de la Fondation, qui est M. Michel Lamontagne, fiscaliste de formation, membre du barreau, diplômé du Collège des administrateurs du Québec et administrateur de sociétés certifiées. Il œuvre principalement comme administrateur de sociétés auprès d'entreprises publiques, parapubliques, privées et philanthropiques dans le domaine des institutions financières, de la santé, de l'environnement, des technologies médicales et de l'information, de la gouvernance et des dons planifiés. Il a toujours mené sa carrière professionnelle de pair avec une implication communautaire active dans les domaines touchant principalement les groupements d'affaires, la philanthropie, les jeunes, les familles défavorisées et les arts. Alors, par contre, M. Lamontagne est actuellement en vacances en Europe, mais nous le saluons, nous l'applaudissons, tu sais, pourquoi pas. Le trésorier, M. Robert Ladouceur, directeur du nouvel incubateur InnoHub, la centrale initiée par le Centre local de développement économique Les Moulins, qui dessert Terrebonne, Mascouche, et aussi par la municipalité régionale du comté des Moulins. Il a précédemment occupé les postes de directeur général du Conseil du bâtiment durable du Québec et de commissaire au TIC, à la culture et à l'innovation, ça c'est les technologies de l'information, si je ne m'abuse, à la culture et à l'innovation à la Ville de Montréal. Diplômé du baccalauréat en administration des affaires de l'UQAM et de la maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke, il siège à divers conseils d'administration. Je l'invite à prendre place. Donc, notre trésorier, M. Ladouceur. À présent, nos conseillers, Mme Marianne Alpin, comédienne, productrice, metteur en scène. Marianne est diplômée en théâtre professionnel du Cégep de Saint-Hyacinthe, du mineur en études classiques et d'une majeure en histoire de l'Université de Montréal. Depuis 1999, elle est directrice artistique et générale des productions Cléos, qui a présenté plus d'une dizaine de pièces, dont certaines ont été vues par plus de 25 000 spectateurs. Elle a joué dans de nombreuses pièces. Elle a eu des collaborations à la télé, notamment avec les chroniques Le Québec, une histoire de famille. Et c'est une organisatrice d'événements hors pair que j'adore. Marianne, viens te joindre à nous. Merci beaucoup. Madame France Langlais, fonctionnaire municipale pour les logements sociaux et communautaires durant 30 années, aujourd'hui à la retraite. France siège à divers conseils d'administration et œuvre dans l'organisation d'événements. Elle a été secrétaire générale et même première vice-présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste. Elle préside depuis quelques années à l'organisation du prix Hélène Penneau pour l'avancement du combat des femmes et a participé par le passé à l'organisation d'une fête en l'honneur de Félix Leclerc et de la Marche mondiale des femmes. Alors, France.
Et finalement, M. André Vincent, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais je tiens à le présenter. M. Vincent, André Vincent, c'est le président directeur général de l'Assomption Vie, qui est l'une des plus importantes compagnies mutuelles d'assurance vie et de services financiers au Canada. Il compte plus de 30 années d'expertise en assurance vie et en services financiers. Il a occupé différents postes de direction chez d'importants assureurs, soit la Great-West, Desjardins Sécurité Financière et la Croix-Bleue Médavie. Ses responsabilités ont inclus à un moment ou à un autre la direction des ventes, du marketing, l'administration, de la tarification, du service à la clientèle et de la planification stratégique. Et il a également travaillé comme consultant en recherche de cadres supérieurs. Et il faut dire aussi que, vous savez, la Fondation pour la langue française a un mandat pan-canadien. Elle, via son fonds L'Angelier, elle tient à soutenir toutes les initiatives en faveur du français dans le Canada anglais, donc auprès des minorités francophones, des peuples, aussi du peuple acadien. Et donc, je voulais simplement mentionner que l'Assomption Vie, c'est une entreprise, une grande entreprise qui est basée en Acadie, à Moncton. Alors, voilà. Puis aussi, on mentionne que M. Vincent, ben, c'est aussi, lui aussi, un musicien. Alors, voilà. Alors, on va travailler en harmonie. Merci à tout le monde. Je peux applaudir notre CA. C'est de la parole. Alors, merci au conseil d'administration qui va se compléter avec le temps. C'est une conférence de presse. Chers journalistes, vous avez une rencontre spéciale 11h10 ici à gauche avec nos deux présidents. Alors, président d'honneur et président de la société. Donc, on va les perdre, nos deux présidents, pour quelques minutes. Si vous voulez aller ici à gauche, dans Lionel Groux, on fermera la porte derrière vous et ils vont faire les entrevues télévisées et radiophoniques. Ceci dit, maintenant, la société, la Fondation pour la langue française, a des projets. Alors, pour vous les présenter, on a 3 projets actuellement. Pour les présenter, je vais demander à ma collègue, Julie Gagné, la directrice du développement de la Fondation de la langue française, d'en faire un résumé. Alors, Julie... Ah, elle est là. Julie Gagné. Bien, bonjour. On a 3 projets, 3 grands projets. Le projet phare, c'est le Carrefour interculturel de francisation et d'immersion. C'est un projet soutenu en grande partie par l'OQLF, donc l'Office québécois de la langue française. Merci beaucoup à l'OQLF. Le Carrefour, c'est quoi? Le Carrefour, c'est un lieu, c'est des activités, c'est une nouvelle façon de faire pour donner du plaisir aux immigrantes et aux immigrants qui arrivent ici, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils améliorent leur connaissance, surtout de la langue française, tout en pratiquant des activités ludiques. Voici ce qu'on leur propose pour notre première saison qui a commencé il y a 2 semaines. D'abord, la culture québécoise sous tous ses angles, c'est une activité de week-end où on les a amenés, par exemple, dans un verger. C'était la première fois qu'ils allaient aux pommes de leur vie. Ils ont pu goûter à des pommes Lobo, Empire, Macintosh, etc. Et en même temps, ils apprenaient, bon, c'est quoi un verger, c'est quoi tout ça. Puis on les a amenés dans une fromagerie, on les sort. La plupart, c'était leur première fois qu'ils sortaient de Montréal. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on les amène chez Duceppe, on les amène. Hier soir, on est allé danser avec eux au La Tulipe, la soirée francophone. Donc, on leur avait envoyé des chansons en français avant qu'ils ont dû apprendre et il y avait les paroles là-bas. Fait que quand les chansons ont joué, ils prenaient les chansons puis ils chantaient puis ils étaient contents. Bon, bref, c'est une série d'activités. On va les amener aussi dans les musées, musée de la Pointe-à-Calière, le château du Frêne, etc. Ça, c'est une activité. Une autre, c'est l'improvisation. Donc, on a donné un mandat à la Ligue nationale d'improvisation de venir ici. Donc, les jeudis soirs, ils font de l'impro. Ils font de l'impro à la mesure de leur capacité. Mais improviser veut aussi dire parler, ça veut dire s'adresser aux autres, ça veut dire communiquer. Donc, c'est une activité, disons, plutôt très québécoise, hein, puis elle est maintenant partout à travers le monde. On sait que la Ligue nationale, et c'est une façon d'apprendre aussi qu'il y a des Canadiens, puis il y a d'autres clubs, là. Enfin, c'est un modèle. Ensuite, les mercredis soirs, jeux de mots et conversations françaises.
on converse avec eux, mais on joue aussi. On leur apprend des expressions québécoises, on joue à des jeux de société avec eux, mais tout ça dans le but de s'améliorer au plan du français. Finalement, on a également nos soirées cinéma. Mais il y a plein d'autres choses qui s'en viennent. Et ça, d'abord, je veux juste vous dire qu'on vise les travailleuses et les travailleurs de la culture et des communications, de l'industrie numérique et également du tourisme, incluant l'hôtellerie et la restauration. C'est notre gros projet, mais c'est le premier volet de notre projet du Carrefour, c'est cette partie-là. Parmi les autres activités qui s'en viennent, on va leur offrir des ateliers de cuisine québécoise où ils vont non seulement cuisiner, mais ils vont également manger par la suite. Donc, on va aussi composer la chorale du monde, avec des gens qui vont se produire, par exemple, dans le cadre des fêtes nationales, qui vont être des gens de partout, qui vont apprendre les chants québécois d'hier et d'aujourd'hui. Enfin, il y a plein d'autres activités, incluant les 5 à 8 en milieu innovant qui vont se faire dans les entreprises. Très bon accueil, d'ailleurs, des entreprises du numérique. Et il y a plein d'autres projets. On va leur faire découvrir les quartiers de Montréal. Bref, on veut les intégrer à la société québécoise. On veut qu'ils aient du plaisir. On veut qu'ils s'amusent ici. On veut qu'ils restent ici. Puis on veut qu'ils aiment le Québec. Donc, c'est ça, tout ça en apprenant et en s'améliorant pour le français. Vous comprendrez que notre offre est complémentaire à celle du MIDI, qui est le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, des commissions scolaires et des organismes communautaires, mais également des entreprises. Donc, on veut et ça brise l'isolement. Ça, j'ai pu constater, ça brisait leur isolement. Le soir, au lieu d'être seuls chez eux, ils viennent ici, ils sont heureux. Puis la fin de semaine, ils ont des activités. Fait que ça, on est content. Puis je pense que c'est la façon dont j'aurais aimé être accueillie dans un autre pays où je ne parle pas la langue. Fait que c'est pour ça qu'on a créé le Carrefour. Autre projet. Le français, c'est aussi la langue des affaires. Qui d'entre vous ne s'est pas fait dire quand ils étaient enfants que l'anglais était la langue des affaires? Ben non, oui, peut-être l'anglais, mais le français, c'est la 3e langue des affaires au monde. Il faut en être fier et il faut partager nos bons coups. Notre projet, c'est de tourner des capsules vidéo, de les projeter dans les médias sociaux, mais également dans les chambres de commerce, dans les incubateurs d'entreprises, dans les universités, pour partager les bons coups des entreprises en matière de français. En ce qui a trop français. Ça peut être des bons coups en francisation, mais aussi en matériel disponible pour les employés, en publicité. On peut penser à Chocolat Favori, qui, quand l'entreprise décide d'exporter, elle garde le nom Chocolat Favori. Donc, c'est très bon. Enfin, on peut faire connaître ces projets-là, puis surtout au monde des affaires, puis il va y avoir une série de conférences dans les chambres de commerce. Ensuite, finalement, notre 3e projet actuel, mais ne vous en faites pas, il y en a plein d'autres en développement actuellement, c'est sportifs non francophones de haut niveau et fiers de s'exprimer en français. Bref, c'est un programme qui s'appelle « Le français, c'est du sport ». À qui on s'adresse? Aux athlètes des 7 fédérations sportives canadiennes ayant leur centre d'entraînement à Montréal, qui sont allophones. Les athlètes qui ont à s'adresser aux médias et qui doivent, au public, aux médias, et qui doivent prononcer quelques mots. On veut briser la glace. On veut faire en sorte qu'ils soient fiers de s'adresser aux médias, qu'ils soient fiers de parler en français, qu'ils soient des modèles pour les autres. Vous savez, Denis Chapovalov, il a hâte d'apprendre le français, mais il faut prendre le temps de lui montrer. Fait que nous, on veut travailler avec Tennis Canada, Synchro Canada. Ils sont d'accord, là, d'ailleurs. Tennis Canada, Synchro Canada, Judo Canada, Patinage de vitesse Canada, et 4 autres, enfin, toutes les fédérations sportives qui sont à Montréal. Et également avec les 3 grands clubs. L'Impact, on est pour parler actuellement, les cours devraient commencer en novembre ou sinon début décembre, avec l'Impact, les Canadiens de Montréal et également les Alouettes. Donc, on veut faire en sorte que leurs joueurs anglophones soient capables de s'adresser au public, la même chose en français. Ce que je dois également vous mentionner, c'est que l'action de la Fondation, elle est aussi dans les communautés francophones et acadiennes. Si au Québec, on a nos propres œuvres de bienfaisance, ailleurs au pays, on veut appuyer les projets porteurs des communautés francophones et acadiennes. On veut faire en sorte de les appuyer, qu'ils puissent, des projets qui vont être porteurs pour le français à l'extérieur du Québec, on veut être là pour eux.
Fait que, c'est ça. Fait que ça, c'est un peu le but de la Fondation. Écoutez, tout ça, ça ne se fait pas toute seule, là. On est une grande équipe. Il y a d'abord M. Reynaud qui est directeur général. Et j'aimerais également mentionner plusieurs membres de l'équipe sont ici. Bon, la première, je l'ai dit par ordre alphabétique. Delphine Bienvenue, c'est notre comédienne et animatrice de la Ligue d'improvisation pour le Carrefour. Donc, c'est la coach des Jaunes de la LNI. Il y a également Marie-Carole. Marie-Carole, tu es ici, je crois. Oui, Marie-Carole. Marie-Carole, tu peux te lever. Marie-Carole Daigne, c'est notre intervenante en francisation. Elle travaille, elle anime jeux de mots et conversation française. Jean Gosselin. Jean Gosselin joue 3 rôles à la Fondation. Il est à la fois conseiller stratégique, chargé de projet et formateur, attitré au projet Le français, c'est du sport, mais également le français, c'est aussi la langue des affaires. Malheureusement, Jean est en croisière en Europe. Il ne peut être là. Sylvain Gay. Où est Sylvain? Oui, Sylvain. En tout cas, à l'accueil, il est à l'accueil. Sylvain, notre coordonnateur, service aux donateurs et administration. Bien sûr, une fondation, on doit avoir des dons. Donc, c'est ça. Catherine Henkel. Catherine. Okay, je viens de voir Sylvain. Sylvain, tu peux peut-être... Sylvain, c'est Sylvain. Catherine, voici Catherine. Catherine est coordonnatrice des activités et des bénévoles du Carrefour. C'est elle qui va pondre notre programmation. Ensuite, Charles-André Marchand. Bon, plusieurs Charles-André, plusieurs d'entre vous le connaissent, tout comme Jean Gosselin, il est un animateur de radio, commentateur à la radio. Il se promène déjà dans les vestiaires, hein, les vestiaires des Alouettes, des Canadiens et des autres. Fait qu'il connaît les joueurs, c'est lui qui va notamment travailler à briser la glace. Ensuite, Valérie Martel, qui est adjointe aide au projet. Bonjour Valérie. Robert Meloche, notre webmestre. Angie Pérez Ortiz, où est Angie? Angie est là, elle est l'agente de promotion. Et je vous dirais, il y a des dizaines de bénévoles qui sont tous très appréciés. Puis on en recherche encore d'ailleurs, parce que ça prend beaucoup de gens. On veut un ratio très... on a déjà un bon ratio. Hier soir, on était presque autant de bénévoles que de gens qui étaient là à l'activité. Mais on veut continuer comme ça parce que les gens veulent vraiment converser. Donc, c'est ça. Et j'ai oublié de dire tantôt que nos 2 derniers projets, donc le français, c'est du sport et le français, c'est aussi la langue des affaires, sont financés en partie par le secrétariat à la politique linguistique. Et sur ce, merci beaucoup. Alors, des projets, évidemment, on parle de projets, on parle de financement, ça prend des sous. On a la chance d'avoir, juste à côté, je les vois de mon bureau d'ailleurs, l'Office québécois de la langue française qui vient nous supporter financièrement. Alors, je demanderais au directeur général adjoint de l'OQLF, M. Jorge Passalacqua, de venir nous dire quelques mots. M. Jorge. Bonjour, j'ai certainement pas le talent de M. Laferrière, loin de là, donc j'ai un texte avec moi. Monsieur le directeur général de la Fondation, membre du conseil d'administration, Monsieur le député, distingués invités. Tout d'abord, permettez-moi, s'il vous plaît, de vous transmettre, de vous présenter les salutations les plus chaleureuses de M. Robert Vecina, président directeur général de l'Office québécois de la langue française. Il avait un engagement à Québec et malgré ses souhaits, il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que je profite de l'occasion pour vous dire à quel point l'Office trouve important de s'associer à la Fondation pour la langue française. La Fondation est pour nous une nouvelle incarnation du geste fondateur de la volonté collective qui tient à faire du français la langue normale et habituelle du travail, de l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires. Vous le savez, la Charte de la langue française a permis aux Français de progresser dans l'espace public québécois, en particulier dans le monde du travail, du commerce et de l'enseignement. Bien sûr, le Québec, comme tout le monde, a bien changé depuis l'adoption de la Charte depuis plus de 40 ans,
que l'on pense seulement à la mondialisation, au commerce électronique et à l'accès à des produits de partout sur la planète. Ces éléments font appel à notre capacité d'adaptation pour assurer et maintenir la place du français comme langue commune. Malgré de nombreux facteurs, l'usage du français au travail connaît une certaine stabilité au Québec depuis une vingtaine d'années. Il a même augmenté chez les travailleuses et les travailleurs anglophones et allophones. En effet, une proportion croissante d'entreprises détient également un certificat de l'Office qui atteste de la généralisation de l'utilisation de la langue française dans leurs activités. De plus, on constate qu'il y a eu une augmentation significative entre 2010 et 2017 du taux de conformité de l'affichage public des entreprises situées sur l'île de Montréal. Des milliers d'entreprises visitées, des milliers de plaintes traitées, des milliers de noms de lieux officialisés et des millions de termes diffusés dans le grand dictionnaire terminologique. Les actions de l'Office se multiplient et contribuent à la promotion et à la protection du français au Québec. Bien sûr, des défis importants demeurent et méritent qu'on les relève avec une énergie renouvelée. Heureusement, certains succès récents sont source d'encouragement. Ainsi, vous le savez peut-être, il y a quelques jours, la Cour suprême a rendu une décision qui renforce l'interprétation de l'Office concernant la nette prédominance du français dans l'affichage public et qui reconnaît et réitère que la Charte de la langue française s'applique à la publicité commerciale faite sur le web. C'est une victoire importante. L'Office renforce ainsi ses leviers d'intervention pour assurer le respect des dispositions de la Charte. Ces résultats positifs ne sont pas le fruit du hasard. Ils illustrent les effets conjugués de la politique linguistique et des efforts individuels et collectifs qui ont été fournis pour protéger et promouvoir la langue française dans l'espace public. Parmi ces efforts individuels et collectifs, on compte ceux fournis par des organisations telles la Fondation pour la langue française. En effet, depuis 2008, l'Office a distribué au-delà de 20 millions de dollars. Depuis 2008, l'Office a distribué au-delà de 20 millions de dollars à des entreprises et à des organismes qui ont à cœur le rayonnement du français. Permettez-moi de mentionner quelques organisations que vous connaissez très bien et qui ont reçu du financement de l'Office pour des projets visant la promotion du français. Ça veut dire que nous, à l'Office, on s'associe à la société civile pour encourager et faire la promotion du français. Je vous en nomme quelques-uns: le Mouvement national des Québécoises et des Québécois, la Confédération des syndicats nationaux, Impératif français, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, la FTQ, et tout récemment, la Fondation pour la langue française, auprès de qui l'Office s'est engagé jusqu'en 2021 pour un montant de 300 000 $. Mesdames et messieurs, à l'Office québécois de la langue française, nous sommes très conscients de l'importance de votre implication et de l'implication des différents milieux dans la recherche d'une meilleure cohésion sociale par la protection et la promotion de notre langue commune. Ce moment qui nous est offert aujourd'hui fait vivre notre ambition commune et nous permet de développer et de maintenir des liens qui nous unissent. Vous le savez aussi bien que moi, l'État ne peut pas se substituer à la volonté d'agir des citoyens. Et ça, il faut vraiment le reconnaître, l'État ne peut pas se substituer à la volonté d'agir des citoyens. Le rôle de l'État est d'assurer le respect de lois, certes, dont la Charte, bien entendu, mais aussi de susciter l'adhésion, d'éduquer, d'outiller, de sensibiliser et de favoriser la prise en charge commune
des missions sociales par l'ensemble des acteurs et par l'ensemble des secteurs de la société. Faire du français la langue commune est donc l'affaire de tous, de l'État, bien entendu, mais aussi de la société civile, du secteur privé, du secteur communautaire, des maisons d'enseignement, du milieu syndical et surtout, avant tout, de chacun et de chacune d'entre nous. En terminant, permettez-moi de féliciter, au nom de M. Robert Vecina, PDG de l'Office, l'équipe de la Fondation. Votre organisation est digne d'émulation et je tiens encore une fois à saluer l'apport de vous tous, vous que tenez, à la valorisation et vous que soutenez la promotion de notre langue commune. Merci. Alors, je vous le dis tout de suite, M. Passalacqua, dans les prochaines semaines, nous allons traverser la rue. On va aller vous voir pour 2 autres projets. Vous n'avez pas fini avec nous. Alors, pour en savoir un peu plus sur la Fondation de la langue française, on a un beau site Internet, Fondation pour la langue française. Alors, je vous invite à aller voir cette fondation-là. Et là, il est 11h30. C'était notre lancement. C'est un moment historique aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez vous en rappeler toute votre vie. Et c'est une action de grâce. Donc, c'est la grâce que je vous souhaite de continuer à parler français longtemps pour le restant de votre vie. Merci. Merci d'avoir été là.